commencer par une introduction sur ce contrôle de gestion. Donc, petite introduction, qu'est-ce que c'est que le contrôle de gestion? Et en gros, à quoi ça sert? Quels sont ses objectifs? Alors, le contrôle de gestion, je vais vous en donner rapidement une définition que vous pouvez garder en tête. C'est que le contrôle de gestion, c'est destiné avant tout à recueillir des données afin de pouvoir fournir des informations qui seront utiles, nécessaires à la prise de décision. Voilà, ça c'est une des définitions les plus courantes que l'on peut donner du contrôle de gestion. Et c'est très à la mode aujourd'hui de dire ça, mais c'est jamais qu'un mode de traitement des données, comme on peut en rencontrer beaucoup d'autres. Cette petite définition, en fait, ouvre la porte à énormément de choses. Parce que des gens qui doivent prendre des décisions, vous en trouvez dans les entreprises, dans les administrations, les fondations, les clubs de foot, même l'armée maintenant fait du contrôle de gestion, la gendarmerie pareil. Et ça fait à la fois tout l'intérêt de cette matière, ça en fait quelquefois la difficulté, c'est que quand je vous dis qu'il faut récupérer des données, ça peut être des données quantitatives, chiffrées, mais ça peut être aussi des données qualitatives. En gros, le contrôle de gestion, le contrôleur de gestion, celui qui pratique ce métier, eh bien, il doit répondre à toutes les questions que peut se poser un responsable. On verra à la diapo suivante que des questions, on peut en avoir beaucoup. Mais vous voyez, des questions toutes bêtes. Ici, j'ai un stylo. Par exemple, on fabrique des stylos dans notre entreprise. Que va se poser comme question un responsable? Une des premières questions qui peut se poser, c'est combien ça nous coûte de fabriquer ce stylo? Voire même, combien ça me coûte de fabriquer ce capuchon qui viendra sur mon stylo? D'autres questions. Quand ce stylo, je le livre à des points de vente, des supermarchés, des bureaux de presse, etc. Quel est le meilleur moyen pour le faire parvenir? Quel est celui qui coûte le moins cher? Ou peut-être quel est celui qui coûte pas trop cher, mais qui est fiable? Est-ce que quand ce stylo, je le livre à Annecy, alors que je le fabrique à Annecy, est-ce que je vais devoir avoir un coût de livraison différent de ce même stylo livré à Bordeaux? Ou de ce même stylo livré à Rome, ou à Berlin, ou à Varsovie, ou à l'autre bout de la planète? Une question auquel il faut peut-être aussi que je réponde, c'est est-ce que j'ai intérêt à le fabriquer moi-même, ce stylo, finalement? Est-ce que d'autres ne pourraient pas le fabriquer moins cher? Plus loin, mais moins cher? Voilà, ça, on est face à des questions de base. Ce qui fait que, vous voyez, là, je peux vous donner quelques grands objectifs qui sont aussi très souvent la manière dont le contrôle de gestion, peu à peu, se met en place. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est... En fait, je vais beaucoup vous embêter en étant pas beaucoup sur la théorie, mais beaucoup sur ce que j'ai pu côtoyer régulièrement dans des entreprises, de toute taille, de tout type d'activité. Un point qu'il faut que vous ayez vraiment en tête tout de suite, c'est que quand on met en place du contrôle de gestion dans une entreprise, c'est quelque chose qui toujours est très long. Ça, il faut vraiment que vous l'ayez en tête. J'y reviendrai aussi dans des diapos plus tardives, mais c'est toujours du sur-mesure. J'ai jamais rencontré une entreprise qui avait mis en place la même chose que les autres. Donc, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est un peu les techniques de base qui se ramènent à des exercices qui se ressemblent beaucoup les uns après les autres. Mais ce n'est pas vraiment la réalité. La réalité, c'est pas du prêt-à-porter,
c'est du costume sur mesure. Gardez bien ça quelque part en tête. Comme d'ailleurs, la quasi-totalité des exercices que je vais vous donner sont des exercices inspirés d'entreprises, de cas d'entreprise, de produits en particulier d'entreprise, qui ont été souvent simplifiés, voire très simplifiés, mais qui renvoient bien à ça. Même si quelquefois j'ai un peu tordu la réalité pour que ça puisse rentrer dans mon moule. Je reviens à mes objectifs. Quand on met en compte du contrôle de gestion, en fait, c'est un peu comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Toutes les entreprises, pour pas dire tous les types d'organisations, en fait, font un peu de contrôle de gestion. Simplement parce qu'elles sont obligées d'avoir de la comptabilité. Ouais, j'ai lâché le mot. Je sens que certains ont le poil qui se hérisse. Comptabilité. Oh, là aussi, j'y reviendrai. Moi, la comptabilité, c'est jamais qu'un espèce de gros espace où on stocke des chiffres. Je ne suis pas comptable, je ne comprends pas de choses qu'ils font, je ne comprends pas comment ils fonctionnent. Ce qui m'intéresse, c'est un peu le résultat de leur travail. Les comptables, en fait, sont les premiers à mettre un peu de contrôle-gestion dans leur quotidien. Simplement, si vous vous souvenez, en compta, lorsqu'on établit un bilan, eh bien, il faut qu'on soit capable de donner la valeur des stocks de l'entreprise. Les stocks, par exemple, de matières premières, de pièces détachées, mais aussi les stocks de marchandises ou de produits finis de l'entreprise. Eh bien, bienvenue dans le monde du contrôle de gestion, parce que de la matière première, par exemple, ou des marchandises, en stock, vous vous souvenez peut-être, c'est au coût d'achat qu'on les enregistre en comptabilité. Donc il va bien falloir qu'on sache combien ça a coûté d'acheter le plastique qui permet de faire des stylos ou autre chose. Vous trouverez ça dans le chapitre 1 par exemple. Comme les produits finis. Pour donner de la valeur au stock de produits finis, eh bien le comptable va devoir savoir combien ça a coûté de fabriquer ce fameux produit. Toujours mon stylo. Combien ça a coûté à l'entreprise à fabriquer ça. Et puis j'en ai 100 000 en stock. Eh bien voilà, si ça m'a coûté 50 centimes à fabriquer pièce, j'en ai 100 000 en stock. Ça veut dire que j'ai un stock qui vaut 100 000 euros. Là, on est sur un peu le b.a.-ba, le tout début d'un contrôle de gestion qui sert qu'à répondre aux contraintes de la comptabilité, la contrainte légale. Et puis, quand l'entreprise grossit, 10, 100 personnes, etc., qu'elle se structure, les questions deviennent de plus en plus nombreuses. On va aller, par exemple, sur des calculs de coûts qu'on appelle des calculs de coûts par fonction. Parce qu'on peut avoir des fonctions achats, j'en parlais il y a quelques instants, on peut avoir plusieurs ateliers de production, des services commerciaux, des services administratifs, etc. etc. Et le dirigeant, il va dire, bah voilà, combien ça me coûte ça? L'atelier numéro 1, quand il fonctionne, combien coûte-t-il? L'atelier numéro 2, combien coûte-t-il? Et puis, ah oui, j'ai un service comptable. Combien ça coûte quand ça fonctionne, un service comptable? Et puis tout de suite, derrière, la question qui suit, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant que ce soit un cabinet comptable qui fasse ma compta et non pas des gens qui soient en interne? Et voilà, vous commencez à vous faire prendre le doigt dans l'engrenage du contrôle de gestion. Des questions de plus en plus nombreuses. Les questions suivantes, on continue à se développer, on continue à grossir. Et maintenant, on aimerait savoir si notre produit, on est capable de lui faire des bénéfices ou des pertes. Comment expliquer qu'on ait fait un bénéfice? Comment expliquer qu'on ait perdu de l'argent? Et vous voyez là, je ne suis plus dans le domaine de la compta. Là aussi, j'y reviendrai. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce stylo-là. Bon, je sais combien ça me coûte cette semaine en produire. On a un prix de vente. Alors, très logiquement, prix de vente moins coût me permet de savoir si je fais un bénéfice ou une perte.
Mais pourquoi j'ai fait un bénéfice? Parce que j'ai acheté ma matière première moins chère, parce que mes machines coûtent moins cher en fonctionnement, etc., etc. J'ai besoin, alors après, comme responsable, que ce soit dirigeant, que ce soit responsable d'atelier, responsable de produit, j'ai besoin qu'on m'explique un peu plus les choses pour devenir de plus en plus performant. Il faudrait que je vous pose une question, il y aura quelques minutes là-dessus. Et puis, notre entreprise, qui continue à être de plus en plus importante, elle sent le besoin maintenant d'être pilotée. Elle a besoin de prévision, de savoir où elle va. Elle ne peut pas seulement être dans une situation où on lui dit, après coup, c'est ce qu'elle a fait, ça permet de faire des bénéfices ou des pertes. Il faut que maintenant je réfléchisse plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années à l'avance. Par exemple, vous voyez, je vais lancer un nouveau type de stylo. Celui-ci. C'est tout neuf. C'est une idée qu'on a. Est-ce que j'aimerais savoir, c'est ce stylo-là, combien va-t-il me coûter si je le fabrique? J'en ai encore jamais fabriqué. Par contre, j'ai des informations, j'ai une expérience sur un modèle, certes différent, mais que je connais bien. Eh bien, ça va me permettre de commencer à faire des prévisions. Des prévisions aussi bien sur toutes les fameuses charges qui sont concernées. Et puis, quand on en gestion, il va être aussi un peu dans le marketing. Il faut qu'il se projette en disant ce nouveau modèle, eh bien, on pense en vendre combien? 100 000, 200 000, 1 million en France, en Europe, dans le monde. Et oui, là, je commence à avoir quelqu'un qui a des compétences, qui sont des compétences de plus en plus diversifiées. Ce n'est pas un comptable, ce n'est pas un homme de marketing, ce n'est pas un homme de ressources humaines. Il faut qu'il y ait des connaissances dans de multiples domaines, de manière à toujours pouvoir non seulement peut-être vérifier, mais comprendre, et ensuite pouvoir passer à des phases de calcul, de modélisation, de prévision, pour que des responsables puissent prendre leurs décisions. Donc ok, vous voyez là, on est maintenant capable de faire des prévisions. Et cette fois-ci, on se rapproche vraiment de ce qui va être du pilotage. Parce que j'ai des prévisions, j'ai des résultats chaque jour qui remontent. En rapprochant ce que j'ai fait de ce que j'avais prévu, je vais avoir des écarts qui apparaissent. Ce stylo, j'avais prévu qu'on le fabriquerait pour 60 centimes d'euros. Eh bien, dans la réalité, on est à 70 centimes, 10 centimes de plus. Ce qui fait que ce produit eh bien, est nettement moins rentable que ce que on avait imaginé. Pourquoi? Comment? Quelle est la raison? Eh bien, je vais peut-être me pencher dessus en reprenant tous les éléments qui avaient été mis en avant dans la prévision. Est-ce que le plastique n'a pas connu l'augmentation de son prix quand on l'achète? Est-ce que la livraison n'a pas également augmenté? Est-ce que nos salariés ne sont pas payés plus cher? Est-ce qu'ils ne sont pas plus nombreux? Est-ce que nos équipements sont plus efficaces, moins efficaces? Vous voyez, j'ai plein de questions qui peuvent remonter. Et là aussi, il faudra que je réponde à des gens qui sont dans des ateliers, qui sont dans des situations de direction. Exactement. Alors, Nathéo, c'est super ce que vous dites. Ah, si je peux vous mettre des points à distance, je vous en mettrai. C'est en fait ce que je dis toujours, le contrôle de gestion, c'est un véritable couteau suisse. On doit être capable d'à peu près connaître tout le domaine de la gestion. On en connaît peut-être un tout petit peu moins que les très grands spécialistes, mais on est obligé de comprendre tous ces éléments-là. Et même si là, dans le cours, j'ai beaucoup épuré ces éléments-là, il faut que je comprenne comment fonctionne l'intégralité de l'entreprise. Et quand je dis l'intégralité, c'est je dois être à l'aise lorsque je vais aller dans un atelier, quand une machine fonctionne, quand les salariés travaillent, je dois comprendre leur travail, comment ils s'organisent, etc. Vous verrez dans une petite diapo du chapitre 1, la manière dont l'entreprise fonctionne me permet derrière de coller dessus mes calculs. On est tout à fait là-dessus.
Alors, j'aimerais maintenant marteler un tout petit peu, vous faire rentrer en tête quelle est la différence entre la comptabilité financière, ce que vous avez vu et adoré par le passé, et le contrôle de gestion. En fait, vous êtes sur quelque chose, c'est un peu le jour et la nuit. C'est pour ça que je n'aime pas quand on me dit c'est un cours comptable, finalement il n'y a pas l'ombre, enfin quasiment rien comme comptabilité dans l'affaire. Les approches sont en fait très différentes. Et je dirais, ça commence déjà par l'obligation ou non d'avoir du contrôle de gestion. En comptabilité financière, on vous a expliqué que c'est obligatoire. Il faut avoir de la comptabilité. Il faut être capable, notamment à la fin de l'année, de dire notre entreprise a fait un bénéfice ou pas. Pourquoi? En fait, c'est tout le secret de la comptabilité. Est-ce que vous savez pourquoi en fait la comptabilité existe? Si quelqu'un sait, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un petit message. Ça permet de montrer si l'entreprise est en bonne santé ou non. On est incapable à partir de la comptabilité de dire que c'est en bonne santé ou pas. D'ailleurs, on en reparle l'année prochaine, parce que j'aurai un cours d'analyse financière avec vous. Je vous montrerai que moi, le résultat, je peux vous le rendre bénéficiaire ou déficitaire si j'ai envie, simplement sur la base comptable. Donc c'est un très très mauvais outil, la comptabilité financière, pour pouvoir dire ça. Beaucoup croient ça, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. La comptabilité financière, en fait, ce n'est pas un outil de gestion. Un dirigeant qui l'utilise, ça ne va pas bien aller. Elle permet de savoir ce que l'on doit et à qui, etc. Alors, la comptabilité financière, c'est ce qu'on appelle effectivement un élément de preuve. Vous avez des factures que vous enregistrez, vous avez enregistré le paiement de la facture, c'est tout ce qui est dette fournisseur, créance, etc., ce qui a fait votre bonheur. Je dirais ça, c'est un petit peu la cuisine. En fait, le vrai objectif de la comptabilité financière, c'est celui que l'État impose. En fait, la comptabilité financière, c'est très très vieux. Vous pouvez remonter à plus de 5000 ans, on retrouve les premières traces de comptabilité. Mais une comptabilité qui est imposée par l'État. Pourquoi? Simplement, l'État va dire voilà les règles du jeu. En France, c'est ce qu'on appelle la loi de finances. Tous les ans, une loi est votée par le Parlement qui vous dit voilà ce que vous avez le droit de faire en comptabilité, et donc voilà ce que vous n'avez pas le droit de faire. Vous vous souvenez peut-être qu'en comptabilité, vous avez abordé les amortissements. On vous a dit on a de l'amortissement linéaire ou un amortissement dégressif, mais qui concerne seulement quelques types d'immobilisation. Et que pour chaque type d'immobilisation possédée, on vous oblige à utiliser une durée particulière d'amortissement. Ça, c'est les règles du jeu, et il y en a sur beaucoup de choses, c'est l'État. Et pourquoi l'État vous donne ces règles du jeu? Simplement parce qu'à la fin de la phase de jeu de l'année, ces règles bien appliquées permettent de calculer le résultat, le bénéfice. Et s'il y a bénéfice, qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a calcul de l'impôt sur les bénéfices. Voilà, bravo Francesca. C'est tout à fait ça. Et c'est bien, en fait, la manière dont est construite la comptabilité, c'est qu'à la fin de l'année, il faut que vous puissiez fournir à l'État ce qui sert à calculer l'impôt sur les bénéfices. Et les documents comptables, enfin, ne servent pas le gestionnaire. Ça arrive à la fin de l'année, très tard, et en gros, il sait qu'il va devoir 10 000, 30 000, 50 000, 1 million d'euros d'impôts à l'État. Et tout est fait pour qu'on arrive à ça. Revenez un tout petit peu, si vous voulez, sur les cours de compta et regardez comme c'est fait. Vous serez, dans le compte de résultat, vous allez trouver la valeur totale de ce que vous avez consommé comme matière première, votre chiffre d'affaires total. Mais vous voyez, moi, je fabrique plusieurs sortes de stylos. Vous voyez tout ça là. J'ai plein de stylos différents que je fabrique. Le chiffre d'affaires que je vais avoir dans la comptabilité,
c'est le chiffre d'affaires que je réalise sur tous mes différents types de stylos vendus. Ça ne me fait pas apparaître ce que je gagne sur celui-ci comme chiffre d'affaires. Ça ne me dit pas si ce produit-là est un produit qui est rentable ou au contraire si, quand je le fabrique et je le vends, je perds de l'argent. D'accord? Ça, c'est la limite de la comptabilité financière. Je ne peux pas tirer vraiment de leçons. Le contrôle de gestion, ce qu'on appelle également la comptabilité de gestion, moi j'aime pas beaucoup ce terme, vous comprenez peut-être pourquoi, maintenant à force de m'écouter, elle est complètement facultative, mais surtout, elle est faite sur mesure. Et donc, à partir de là, ça veut dire que moi, je vais vous demander de mettre en place quelque chose qui va me permettre de savoir peut-être ce que me coûte de fabriquer ça. Ça m'intéressera. Combien ça me coûte de livrer ça chez un client en Pologne, en Italie. Parce que je suis une entreprise qui est une entreprise internationale, donc qui aimerait avoir un peu ce genre d'informations. Vous allez me faire du sur-mesure. Dans un autre secteur d'activité, eh bien, je ferai un autre découpage. Par exemple, imaginons un produit. Je suis dans la banque. Imaginons un produit. Les comptes bancaires. Bon, un compte bancaire est un compte bancaire. Ouais, mais c'est pas tellement sur le produit que je veux réfléchir, c'est sur le client. Parce que, par exemple, j'ai plusieurs types de clients. J'ai un client, c'est le client particulier. C'est vous, c'est moi. On a notre petit chéquier, on a des livrets d'épargne, des choses relativement simples. Bon, ben on coûte un peu. On coûte un peu parce qu'on a peut-être un conseiller de clientèle, on a peut-être des documents, des petites choses comme ça. Puis à côté, l'agence bancaire, elle a d'autres types de clients. Par exemple, elle a comme client des petits commerçants, des petits restaurateurs, des petites entreprises. Ce qu'on va appeler des comptes professionnels. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'un client particulier me coûte autant à suivre que le petit restaurant de quartier qui est à côté, là? Est-ce qu'il me coûte moins? Est-ce qu'il me coûte plus? La question qui va être derrière, c'est arriver à avoir de nouveaux clients, combien ça coûte la démarche? Parce que vous avez peut-être vu, quand on est une clientèle, par exemple, de jeunes étudiants comme vous, on essaie de les attirer en leur faisant des cadeaux. Vous ouvrez un compte, on vous fait cadeau de 30 euros, 50 euros, d'un petit truc, etc. Il faut aller conquérir le client, le piquer aux autres. Bon, est-ce que ça me coûte plus cher d'aller chercher un client particulier, un nouveau client professionnel? Vous voyez? Je ne suis plus tout à fait sur le produit, je suis plutôt sur le client lui-même. Et c'est donc un autre contrôle gestion sur mesure qu'il va peut-être falloir que j'imagine. Si vous me suivez à ce niveau-là. Donc là, à chaque fois, c'est une réflexion en fonction de mon activité, de la taille de mon entreprise, mais aussi en fonction, je dirais, de la culture du dirigeant. Je vous prends un exemple. Dans la région, vous connaissez sans doute le terme d'entreprise de décolletage. C'est du travail de métaux pour faire des petites pièces de tout type. Il y en a plein dans vos téléphones portables, dans nos ordinateurs, etc. De ces pièces-là en métal. Donc pas loin d'ici, il y a un groupe qui s'est constitué, un groupe familial. Le père a créé la première entreprise et puis derrière, ses 3 fils ont pris la suite. Il y en a un qui a pris la direction générale, un autre la direction industrielle et le troisième a pris la direction commerciale de l'entreprise. Et il se trouve, et c'est assez amusant, qu'un de mes anciens étudiants de mon master, il y a à peu près maintenant 8-9 ans, a été recruté comme responsable du contrôle de gestion de l'entreprise, enfin du groupe, qui peu à peu est en train de se constituer. C'est un groupe, comme souvent dans le décolletage, où on est face à une culture vraiment d'ingénieur. Ce qui est important, c'est comment on fabrique des pièces en métal, comment on sait mettre en place des machines,
Par contre, les notions économiques, c'est des choses auxquelles on n'est pas très attaché. C'est un truc de gens qui travaillent les papiers, ça. C'est de l'administratif, c'est pas noble. Et lui arrive dans ce contexte-là. Alors au début, beaucoup de mal à faire des calculs. On lui dit, ouais, si tu veux, fais des calculs. Enfin bon, hein, on connaît notre métier, nous, hein, c'est pas un souci. On sent, rien qu'à la truffe, quel est le produit qui marche, qui gagne de l'argent. On connaît par cœur le métier, et puis on sait très bien quels sont les produits qui ne marchent pas. Il ne faut pas nous la faire. Donc Michael fait son boulot et commence à sortir des calculs, ce qu'on appelle aussi des tableaux de bord pour qu'on puisse suivre ce qui se passe. Donc par exemple, un tableau de bord pour des gens qui achètent, c'est arriver à montrer comment, par exemple, les matières premières ont leur prix qui change presque jour après jour, mais même presque heure après heure, combien ça coûte en termes de frais de livraison, d'assurance, de transport, etc. Donc, tableau de bord pour vraiment tous les responsables. Et puis, il se trouve qu'en fait, le directeur de l'entreprise, directeur général, est en fait pilote de rallye. Il a participé plusieurs fois au Paris-Dakar. Donc, vous voyez, lui, c'est vraiment la grosse voiture avec partout des jauges, des compteurs, des informations, et il pilote, et on lui donne des prévisions, attention, à 100 mètres, virage à droite, virage à gauche, etc. Et il va devenir complètement fan peu à peu, parce qu'il retrouve dans le contrôle de gestion qu'on est en train de lui amener ses habitudes de pilote de rallye. Alors au début, c'est des choses qui sont vraiment un peu de base, et puis plus ça va, plus il se prend au jeu, plus il se rend compte qu'en fait, il peut maintenant presque piloter à distance son entreprise, et qu'on lui donne comme ça les indicateurs qui lui permettent de le faire en direct. À tel point qu'il demande maintenant à ce que, heure par heure, les informations lui arrivent sur son téléphone portable pour que ces usines qui sont en Suisse, il y a deux usines en Suisse, il a une usine en Tunisie, une en Pologne, 3 en France, en direct, il puisse voir machine par machine ce qui est produit, combien ça coûte en direct de fabriquer une pièce, etc. etc. Voilà, pour un peu l'anecdote de ce que ça peut être ce contrôle de gestion. Je vois quelqu'un m'envoie un chat. Oh non, faut pas dire ça, Lucas. C'est secret, on n'en parle pas. Mais vous avez raison, c'est bien ce groupe-là. Voilà, je tenais beaucoup à vous dire ça. On est sur du sur-mesure. Donc ne soyez pas surpris si dans les prochains mois, vous faites un stage en contrôle de gestion, les tableaux que je vous proposerai, etc., vous n'êtes pas certain de les revoir, en tout cas sur la même forme. Surtout, attendez-vous, parce que moi j'essaye d'éviter au maximum, chacun va avoir son propre vocabulaire. C'est-à-dire que chacun va développer des manières de calculer les choses en employant des termes qui leur sont particuliers, notamment particuliers à leur métier. Par exemple, si vous allez chez Entremont, vous devez connaître le fromage Entremont, eh bien, eux, en fait, ne réfléchissent pas en euros dans leurs calculs. Est-ce que vous avez une idée de quelle va être l'unité qu'ils utilisent pour l'intégralité de ce qu'ils peuvent faire comme calcul? En fait, chez Entremont, tout est mesuré avec des litres de lait. Le litre de lait, c'est ce qu'ils achètent en quantité énorme à l'extérieur pour le transformer en fromage. Et donc, c'est l'unité, entre guillemets, monétaire chez Entremont. Vous réfléchissez qu'en litres de lait. Ça va de, on a acheté des centaines de milliers de litres de lait cette semaine, ça se transforme derrière en meule de fromage qui représente telle quantité. Voilà, tout à fait, Émile, le lait. Et dans d'autres secteurs, ça sera complètement autre chose qui permet de parler. Et quand vous avez des tableaux, vous voyez, où il n'y a que du lait, au début, vous êtes un peu perdu. Je vais continuer à discuter un tout petit peu de cette comptabilité financière. Contrôle de gestion, pardon. En revenant sur le cadre d'analyse de ceci.
cadre d'analyse. La comptabilité financière a dû vous paraître quand même assez rigide comme discipline. Vous êtes peut-être tenté d'être créatif, de proposer des petites améliorations. Et puis on vous a dit, non, 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 les opérations, les fameuses opérations, eh bien, sont enregistrées par nature dans la comptabilité. Et on a des numéros de compte spécialement faits. Tout a été organisé. Et vous vous souvenez, on a des comptes qui commencent par 1, par 2, 3, 4, 7, 6, etc. Et que vous n'avez jamais pu dire qu'il y avait d'autres numéros possibles au tirage au sort. C'était forcément un compte en 7 pour les produits, un compte en 6 pour les charges, etc. On a un peu bridé votre créativité. En contrôle de gestion, le cadre est complètement souple. Vous l'avez compris quand je parlais du vocabulaire. Après, la manière dont vous organisez vos calculs, c'est vous qui êtes le maître. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Ce qui fait que c'est aussi un peu déroutant, parce que certains, dans un coût particulier, ne mettent pas tout à fait les mêmes choses que dans l'entreprise d'à côté. Ça peut dérouter un tout petit peu. Mais c'est un peu quand même un côté intéressant. C'est très souple. Et on n'est pas obligé de calculer le coût complet. J'y reviendrai sur ce terme. Mais savoir exactement tout ce qu'a pu coûter d'obtenir un stylo. Je peux seulement être sur une partie des coûts, parce que ça m'a semblé plus pertinent. Vous verrez, par exemple, on verra ça dans la deuxième partie du cours, baptisée coût partiel. On n'en prend qu'une partie, pour plusieurs raisons, sur lesquelles je reviendrai. Et puis on a cette fameuse organisation même de l'entreprise, qui impose quelquefois la manière dont on va mettre en place notre manière de calculer. Est-ce que les termes structure fonctionnelle, divisionnelle, etc., ça vous parle en gestion? Je pense que ça a été abordé dans des cours comme l'introduction à la gestion. Sans doute. Eh bien, déjà, le choix qui est fait en termes d'organisation de l'entreprise va sans doute m'imposer une manière de faire mes calculs derrière. Si j'ai une entreprise qui travaille de manière fonctionnelle, c'est-à-dire grande fonction dans des sortes de tubes, dans des sortes de silos, eh bien, je risque d'avoir une information, en tout cas facile à trouver, qui est une information en fonction de ces fameux tubes. Je vais avoir beaucoup d'informations sur le tube, par exemple, des achats, beaucoup d'informations si je m'intéresse au tube de production, etc. Donc, je vais réfléchir sur des fonctions. C'est souvent là aussi le début du contrôle de gestion pour des entreprises de taille plutôt modeste. Donc, je calculerai un coût d'achat, un coût de production, un coût de distribution, etc. Si après je suis sur d'autres formes, par exemple des approches divisionnelles, une division, ça veut dire qu'au sein d'une division de l'entreprise, je vais trouver de l'achat, des ateliers, de la distribution, peut-être de la R&D, enfin de recherche et développement, etc. Eh bien oui, là, ça va être plus sophistiqué. Il va falloir qu'au sein de la division, j'invente n'importe quoi, la division stylo de mon entreprise, eh bien je fasse tous ces fameux calculs, mais uniquement en l'organisant pour avoir l'information correspondant à cette division. Il faut que j'ai l'information sur ce que j'achète pour cette division, ce que je produis pour cette division. Peut-être que pour l'instant, vous ne vous rendez pas bien compte, mais c'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus complexe que dans le mode d'organisation précédent. Voilà un tout petit peu un avant-goût de ce qui peut être rencontré. Et puis, surtout, un point sur lequel je vais me permettre d'insister, la différence entre la comptabilité financière et le contrôle de gestion va se faire par les utilisateurs eux-mêmes.
Si je vais sur la comptabilité financière, la comptabilité financière, elle est publique. Vous devez vous souvenir qu'une entreprise est obligée de faire un dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce de ses documents comptables, le bilan, le compte de résultat, etc. Si elle ne le fait pas, c'est 5 000 € d'amende. Donc, ce qui veut dire que, en fait, ce que produit la comptabilité financière, eh bien, beaucoup de gens différents peuvent avoir accès. À l'intérieur de l'entreprise, bien sûr. La direction, les responsables, le directeur financier, le personnel de l'entreprise. Vous êtes salarié d'une entreprise, vous pouvez accéder à la comptabilité, enfin, au compte de résultat et au bilan. Mais ceux qui sont à l'extérieur, même chose, ils vont accéder. Quand vous êtes une entreprise et que vous avez un compte bancaire, votre banquier va vous demander tous les ans que vous ameniez votre bilan et votre compte de résultat. Il les archive. Je ne suis pas certain qu'ils en fassent grand-chose, mais ils veulent l'avoir. Bon, bien sûr, l'État va l'avoir, puisqu'il souhaite pouvoir calculer votre impôt. Les associés, les actionnaires, les représentants des salariés. Puis après, vous comme moi, on peut très bien se procurer les comptes d'une entreprise pour lequel, par ailleurs, on ne connaît rien ni personne. Tiens, j'aimerais avoir les comptes de Tefal. Eh bien, hop, je vais trouver sans aucun problème sur le net de multiples fournisseurs qui vont me proposer d'acheter le bilan et le compte de résultat, quelques dizaines d'euros. Je peux l'acheter directement d'ailleurs au greffe du tribunal de commerce aussi. Comptabilité financière, ça traîne de partout. Le contrôle de gestion, c'est pas du tout ça en fait. Le contrôle de gestion, on est sur quelque chose qui est du secret défense. Simplement parce que vous avez une information qui est extrêmement sensible. Je vous le disais, je vais déjà coller mes calculs sur la manière dont je fabrique mon stylo. Si je prends mon exemple de stylo. C'est ce qui veut dire que si je rends public mes informations de contrôle de gestion, mes concurrents savent vraiment des choses importantes sur moi. Ils savent déjà combien ça me coûte de le fabriquer. Ils savent, parce que le prix de vente est généralement connu, si je gagne un peu, beaucoup ou pas du tout d'argent, quand je vends ce stylo-là. Et donc, si mon concurrent sait que je gagne pas beaucoup d'argent sur ce produit-là, ou sur pas mal de mes produits, s'il veut me tuer, il n'a qu'à baisser le prix de ses propres produits. Je serai obligé de suivre. Et si je baisse mon prix, je me mets à perdre de l'argent sur mes produits. Pas trop intérêt de diffuser ça. Connaître mes coûts de fabrication, c'est connaître en fait tous mes petits secrets de fabrication. Parce qu'on s'apercevra très vite que je fabrique ou pas toutes les pièces de mon stylo, etc. etc. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va rendre secret. Au sein de l'entreprise, déjà, c'est particulièrement secret. Chacun va avoir uniquement droit à l'information dont il a besoin dans son travail. Et ça, c'est très important à avoir en tête. Et c'est vraiment pour ça qu'on est face à un système d'information qui doit être bien pensé. Des opérateurs sur une machine, je leur donnerai l'information qui concerne uniquement leur travail et leur machine. Je leur dirai, ils n'auront aucune information sur la machine d'à côté, ou et encore moins sur ce qui se passe dans d'autres ateliers. Le chef d'atelier, lui, n'aura des détails que sur les machines qui sont dans son atelier, par exemple. Et puis très peu d'informations sur les autres ateliers de l'entreprise. Et si on lui donne des informations sur d'autres parties de l'entreprise, eh bien, on donnera très souvent qu'un résumé, quelque chose de très synthétique, parce qu'il peut en avoir besoin dans son travail. Mais on lui donnera rarement le détail. Ce qui fait que là, on a vraiment que des partiels d'informations. Et ça va être vrai de plus en plus quand on monte dans la pyramide. Celui qui dirige une des usines, eh bien, aura de l'information au niveau de l'usine,
Donc on lui dira peut-être, voilà globalement combien coûte quand fonctionne votre usine. Voilà la manière très simple de l'information pour chacun de vos ateliers, sans rentrer dans beaucoup de détails. Et s'il veut plus de détails, il faudra qu'il redescende au niveau de son chef d'atelier ou de ses chefs d'atelier pour en savoir plus. Et puis quand on sera au niveau de la tête de l'entreprise elle-même, elle a par exemple plusieurs usines, plusieurs points de vente, la direction ne peut pas se permettre d'être écrasée par des quantités phénoménales de chiffres. Donc là aussi, il va falloir que peu à peu, ces chiffres soient agrégés quand on arrive à la tête de l'entreprise. Le dirigeant a besoin d'avoir les chiffres, mais les chiffres globaux de l'entreprise. En fait, c'est quelque chose qui doit être très bien pensé dès le début. Et c'est pour ça que ça prend aussi beaucoup de temps à mettre en place. Et puis ensuite, le contrôle de gestion, les informations qui sont créées n'ont pas vocation à sortir de l'entreprise. C'est extrêmement rare. C'est, je vous le disais, du secret défense. Donc, rien ne filtre, à part quelques rares exceptions. Notamment des entreprises qui sont fournisseurs de l'État. L'État va leur demander un peu de détails en termes de contrôle de gestion. Vous pouvez avoir aussi une pression très forte de la part de grands industriels. Par exemple, la tradition dans l'industrie automobile, où vous avez les grandes marques, eh bien, ces grandes marques demandent à tous leurs fournisseurs, leurs sous-traitants, de leur mettre à disposition leur information provenant du contrôle de gestion. Parce que c'est des marchés qui sont devenus tellement concurrentiels que chaque centime compte dans les calculs. Et donc, on veut s'assurer qu'on se procure les pièces détachées, par exemple pour les voitures, au coût le plus faible possible. Voilà un peu pour les utilisateurs ce qui se passe. Je vais m'arrêter là sur ce PowerPoint et puis vous poser un peu la question rituelle maintenant. Est-ce que là j'étais à peu près clair sur ce que je vous ai raconté? Oui. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Donc, gardez bien ça en tête. Ce qu'on va faire, je l'ai rendu très standard pour qu'on puisse faire des exercices sans chaque fois s'embêter. L'idée qui vraiment est derrière, c'est que le contrôle de gestion, c'est du pilotage. Et donc là, Nathéo, je vais répondre aussi à votre question. Et là, vraiment, l'idée du pilote de rallye ou du pilote d'avion s'impose. Vous avez des indicateurs, des tableaux de bord, des informations qui tendent à vous permettre d'être le plus performant possible. Et ce performant va jouer, par exemple, sur votre compétitivité. Vous êtes en compétition avec des concurrents, eh bien, vous voyez ce qui peut se passer quand vous êtes sur des compétitions de haut niveau. Une course de ski, ça se joue avec des centièmes. Un Tour de France, ça se joue sur pas grand-chose pour le perdre ou le gagner. Là, sur certains marchés, c'est la même chose. Il va falloir être ultra précis pour pouvoir, et ultra pointu pour pouvoir espérer s'en sortir. J'aimerais là-dessus aussi vous mettre un ultime élément. Je vous mets mon tableau blanc pour que vous puissiez voir un peu ce qui se passe. Je vous fais un rapide bout de schéma. Parce que c'est réellement un questionnement. Si je veux être très performant, il est certain qu'il faut que j'aille sur des calculs qui soient le plus précis possible. Et ça sera un peu tout le paradoxe. C'est que plus vous allez être précis, plus ça va vous coûter cher de l'être. Donc la question c'est jusqu'à quel point
j'ai besoin d'être précis. Parce que là, on verra ça plus dans le chapitre 2. Mais on a une information de base, effectivement, la comptabilité de l'entreprise, on aurait tort de ne pas l'utiliser, on prend un peu d'information. D'accord. Mais une information qui, pour moi, est une information vraiment pas terrible. Je vous parlais de plastique, par exemple. Bon, la comptabilité va me montrer que j'ai acheté du plastique. J'ai acheté 10 tonnes de plastique. Il y en avait pour 20 000 euros, 200 000, peu importe. Et puis, avec ce plastique que j'ai acheté, voilà, je fabrique ces modèles-là de stylos. Vous voyez, j'en ai 3 modèles, je peux en avoir plus. Ouais. La question qui va se poser, que la comptabilité ne saura pas me donner, c'est quelle quantité de plastique a été consommée dans la fabrication de chacun des modèles. Bon, bah là, il va falloir que je mette en place ce que j'appelle moi des compteurs pour pouvoir savoir que celui-ci, par exemple, j'ai consommé 2 tonnes de plastique pour en fabriquer cette semaine. Celui-ci, j'ai fabriqué des produits avec 4 tonnes, etc. Donc vous voyez, déjà, il faut que je mette quelque part un outil de mesure. Je vais continuer à vous embêter. J'ai vu tout à l'heure Nadir qui se posait des questions. Je vais rebondir sur son prénom. Nadir est sur une machine et Nadir, une partie de la journée, fabrique ce modèle-là de stylo. Une autre partie de la journée, il fabrique ce modèle-là de stylo. Ok. Et puis, Nadir a un salaire. On va bien le payer, Nadir. Allez, 3 000 euros. Bon. J'aimerais savoir maintenant le coût de fabrication de chaque produit. Nadir a payé 3 000 euros. Et vous voyez que là, il faut que je commence à faire des calculs. Il faut que je réfléchisse. Il faut que je demande peut-être à Nadir combien de temps vous avez passé sur le premier modèle de stylo, combien de temps avez-vous passé sur le deuxième modèle de stylo, etc. Ouais, c'est bien, hein, 3 000. Je savais que ça allait lui faire plaisir. Et bien, donc derrière, il va peut-être falloir que je mette un moyen pour que tous les jours, Nadir, son chef ou quelqu'un d'autre, mesure le temps de travail de celui-ci. Et je peux continuer avec plein d'exemples différents, vous voyez. Et donc, ça, vous voyez, plus je vais essayer d'aller précis, plus ça va coûter. Parce que si je veux avoir de l'information sur le temps de travail de chacun de mes salariés pour être précis dans le calcul, je vais engager quelqu'un qui spécialement ne fait que ça. Je vais appeler ça un chronométreur. Et il passe auprès de tout le monde pour récupérer les temps de travail. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, je peux multiplier les exemples. Et plus je voudrais être précis, plus je veux être au centime près, au dixième de centime, au centième de centime, plus derrière, il faut que je mette en place des gens en supplément pour pouvoir récolter l'information et la traiter, ou mettre en place des équipements. Vous avez entendu parler, hein, il y a très longtemps, on avait des pointeuses. Aujourd'hui, ça peut être des outils plus numériques, électroniques qui le font, mais n'empêche qu'il faut les acheter. Et donc, chaque fois, vous avez un coût qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. Et la question est, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ou pas? Encore une minute et je vous lâche. Est-ce que vous connaissez l'entreprise Chopard? Non, 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 non. Oh là là, les enfants. Chopard. Alors, Chopard, c'est une entreprise suisse. Vous la trouvez à Genève. Et Chopard fabrique des bijoux et des montres de luxe. Oui, tout à fait. Attends, c'est des montres. Donc, des montres avec plein d'or, de pierreries, etc. Donc, ça vaut très cher à l'achat, ces montres. Il y a quelques années, j'ai fait la connaissance du contrôleur de gestion, tout nouvellement engagé, hein, de Chopard. Et puis il me dit, ouais, bah, je suis contrôleur de gestion chez Chopard, ouais, c'est bien payé. Mais en fait, c'est une question de mode. C'est les associés de chez Chopard qui ont voulu que ça soit comme dans les grosses entreprises, les autres grosses entreprises, qu'il y ait un contrôleur de gestion. Donc ils m'ont engagé et puis ils m'ont fait mettre en place du contrôle de gestion. Mais il me dit, vous savez,
Nous, c'est pas compliqué, hein. Par exemple, vous imaginez une montre avec de l'or, des diamants, etc. Bah, c'est pas compliqué. Nous, le coût de production d'une montre, c'est pas tellement l'électricité consommée par les machines, c'est pas tellement le salaire des salariés. La montre, on la vend par exemple 300 000 francs suisses. Un gros souci. Nous, par exemple, ce qui va faire la valeur d'une montre et qui fait le coût d'une montre, eh bien, c'est le carat de diamant. Donc, c'est simple, hein. On nous demande un modèle spécial de montre. Il y a X carats de diamant. Ça nous permet de savoir quelle est la valeur en francs suisses des diamants utilisés. Et puis d'expérience, pour connaître le coût de fabrication, je rajoute 40%. Les 40%, ça sera de la main-d'œuvre, de l'énergie, de l'administration, etc. Pas compliqué. Je prends le carat de diamant, vous me dites combien vous en mettez dans la montre, je prends cette valeur, plus 40%, et j'ai le coût de production. Pas besoin d'aller faire un truc compliqué. Pourquoi? Parce qu'on est sur du produit de luxe, et qu'en plus, on se fait des marges fantastiques sur ce genre de produit. Et on a la grande chance, vous avez peut-être fait un tout petit peu de marketing déjà, la grande chance dans ce produit de luxe, c'est que plus on augmente le prix, plus les gens, par snobisme, veulent acheter le produit parce que ça fait bien. Une Ferrari pas chère, c'est pas terrible. Vous ne pouvez pas monter la facture et montrer que vous avez acheté plusieurs millions d'euros une Ferrari. Une Rolex pas chère, c'est pas une bonne affaire. Donc, vous êtes sur des entreprises qui peuvent se permettre d'augmenter les prix. Et le coût de production, le coût de revient, c'est pas très précis. On n'a pas besoin d'être précis au centime près quand on vend une montre 300 000 euros. Enfin, 300 000 francs. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc là, on va se situer par là. Un petit peu une précision très relative. Exactement. Tout à fait, Nathéo. Voilà, je vous ai assez embêté pour aujourd'hui. Je crois que vous avez eu une journée qui était une journée avec pas mal de cours en ligne. Vous devez avoir la tête un tout petit peu